marchand de biens, quel diplôme et comment démarrer cette activité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Il y a pas mal de choses extrêmement intéressantes à dire. Aujourd'hui, on va un petit peu débroussailler le terrain. On va commencer un petit peu à y voir un petit peu plus clair sur les prérequis pour démarrer l'activité. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche. N'oublie pas de mettre un pouce like en dessous de la vidéo parce que ça m'aide sur le référencement de la chaîne et ça me montre si le contenu te plaît ou pas. Extrêmement important. Abonne-toi et mets un pouce. Donc, l'activité de marchand de biens, vous êtes très nombreux à me poser des questions sur le sujet. Aujourd'hui, on va débroussailler un peu tout ça. On va voir un peu quels sont les prérequis. On va commencer à avoir certaines bases. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur le sujet parce que j'ai l'impression que ça vous plaît, que ça vous parle. Donc, on va répondre déjà directement à la première question. C'est quel diplôme pour devenir marchand de biens? La bonne réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de diplôme. Il n'y a pas besoin de prérequis spécial pour devenir marchand de biens. Il suffit juste de créer, là, en l'occurrence, on va faire c'est plutôt en société. Donc, et pour démarrer une activité, donc il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme spécifique. Par contre, il va falloir avoir beaucoup de connaissances parce que c'est un métier qui est très casse-gueule. À la différence de l'agent immobilier va se contenter de trouver des mandats de biens à vendre et de trouver des clients. Là, nous, on va aller un petit peu plus loin parce qu'il va falloir mettre plus de choses en place et on va voir ça aujourd'hui. Donc, si on compare avec du locatif, le locatif, tu le sais, on achète souvent dans des états assez moyens, voire carrément pourris. On fait des travaux, on met des locataires en place. Là, l'activité de marchand, elle est plutôt axée autour de on achète un bien, on le revend en essayant de dégager des bénéfices. On va voir tout ça à travers cette vidéo. Donc, c'est un métier qui est casse-gueule. Tu vas le voir, il y a beaucoup de points à respecter pour que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne, les marges sont relativement importantes. Et c'est plutôt un métier qui est extrêmement intéressant. Donc, il va te falloir déjà dans un premier point, le premier point que je vais aborder avec toi, c'est l'étude de marché, la bonne connaissance de ton marché, les prix d'achat, les prix de revente. Il y a tout un tas de vidéos autour de ma chaîne que tu vas pouvoir consulter qui vont pouvoir te permettre d'apprendre comment bien acheter un bien immobilier. Donc déjà, il va falloir faire une étude de marché sur à combien ça se revend, combien ça peut s'acheter et quelles sont les marges qu'on peut faire sur ton secteur. Donc déjà, ça c'est le premier point qu'il va falloir déjà aborder avant de démarrer l'activité de marchand, c'est-à-dire déjà faire une petite étude de marché, savoir où c'est que tu es, si c'est dynamique ou pas. Évidemment que l'activité de marchand est beaucoup plus propice autour des grandes métropoles, là où le prix du foncier est relativement important, parce que le marché est dynamique, il y a des acheteurs, le prix au mètre carré est relativement important, et il y a des marges à faire si tu négocies fortement. Donc le métier de marchand de biens, voilà, c'est un métier où tu as évidemment une obligation de revente dans les 5 ans, c'est-à-dire que tu prends un engagement de revente dans les 5 ans, donc c'est l'article 1115 du Code général des impôts sur les droits de mutation réduits. Donc en fait, les droits de mutation en marchand de biens, si tu prends l'engagement de revendre dans les 5 ans, passent de 8% en temps normal à 3% en marchand de biens. Donc ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. Ça fait surtout quand les sommes d'enjeu sont relativement importantes. Donc on passe de 8 à 3%. Donc tu vois, ça fait jamais déjà pour démarrer déjà une jolie petite somme. Donc le marchand de biens, c'est un commerçant. Alors qu'est-ce qu'il va faire le marchand de biens? Il va souvent acheter des biens, il va les découper parce que c'est comme ça qu'on va faire des marges, c'est-à-dire diviser du bâti, diviser du terrain ou même carrément cumuler les deux. Donc ça, on va parler d'appartements, on va parler de maisons, on va parler d'immeubles, on va parler de locaux, on va parler de bâtiments type grange qu'on va diviser, qu'on va viabiliser et revendre. Donc ça, il y a une notion de risque qui est relativement important en marchand de biens. Et comme les sommes en jeu sont relativement importantes, il va falloir être bien maître de tes émotions, il va falloir être vraiment en phase avec ce que tu fais parce que c'est pas un métier qui est simple, c'est casse-gueule, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a de l'urbanisme, on va l'aborder juste après. Et déjà, l'autre point que je voulais aborder avec toi, c'était sous quelle forme on fait une activité de marchand de biens. Alors, une SCI n'est pas adaptée pour faire l'activité de marchand, parce qu'une SCI, c'est une société civile, c'est pas une société qui est commerciale. Les sociétés commerciales, c'est plutôt type SAS ou type EURL si tu es tout seul, SARL si vous êtes plusieurs. Donc du coup, ce sont des formes juridiques qui sont plus adaptées. Il y en a d'autres, il y a la SNC, il y en a d'autres qui peuvent être aussi adaptées, mais en général, c'est plutôt en SAS ou en SARL. Euh, Ensuite, la micro-entreprise, c'est pas du tout adapté au métier de marchand de biens parce que la micro-entreprise, les plafonds sont relativement faibles. On parle aux alentours de 32 ou 33 000 euros, je me souviens plus exactement. Et surtout, comme on a beaucoup de charges, en micro-entreprise, on ne peut pas déduire de charges. Donc nous, la micro-entreprise, déjà d'office, on peut la balayer. Ça ne nous intéresse absolument pas. Il faut directement partir en société. Donc
Attention, mise en garde, si tu en fais déjà un peu en nom propre, donc c'est possible de faire ce qu'on appelle des allers-retours en RP. Tu peux en faire un, deux, mais attention, dans l'article 35 du Code général des impôts qui présente les bénéfices, on parle de caractère habituel et d'intention spéculative et de notion d'habitude. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir en faire quelques opérations d'achat-revente en nom propre, mais au bout d'un certain temps, les voyants vont s'allumer en rouge à Bercy. Et du coup, tu risques d'être, on appelle ça requalifier en marchand de biens. Donc attention en nom propre de ne pas en faire non plus beaucoup, ou alors vraiment les espacer dans le temps pour être tranquille, pour ne pas avoir de problème. Si tu veux vraiment faire ça de ton activité, de l'activité de marchand de biens, ton activité principale, il faut directement passer par une société et se protéger, c'est très important. Donc en parlant de se protéger, l'activité de marchand de biens, tu es obligé de prendre une responsabilité civile et de prendre évidemment des PNO sur les biens que tu vas acheter. La responsabilité civile, ça va concerner toutes les parties juridiques. Voilà, c'est obligatoire sur une activité de marchand de biens. Ça coûte environ 1300 à 1500 euros à l'année. Donc ça, c'est obligatoire dans l'activité. Et évidemment qu'il va y avoir un peu de PNO à prendre. C'est propriétaire non occupant, si tu ne sais pas ce que c'est déjà obligatoire quand on fait du locatif. Enfin, en locatif, je crois que c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Là, en marchand de biens, comme on achète des bâtiments, il faut impérativement les assurer. Donc, déjà, il va falloir s'occuper de ça. Ensuite, tu vas avoir tout un panel de professions qui va graviter autour de cette activité-là. On va parler de notaire, on va parler d'architecte, on va parler de géomètre, on va parler d'huissier, on va parler de comptable. Et donc, du coup, tu vas être chef d'orchestre au milieu de tout ça. Tu vas rencontrer beaucoup de professions. Les notaires, ça va être vraiment une profession qui va être centrale pour toi parce que tu vas évidemment acheter, donc signer des promesses d'achat pour un bien qui t'intéresse, faire la découpe et ensuite trouver des acquéreurs, leur faire signer des promesses d'achat, mais toi, tu ne seras toujours pas propriétaire. Ok. En marchand de biens, on peut signer des promesses dans des promesses. Ok. On dit qu'en fait, le but du jeu du marchand de biens, c'est d'essayer de revendre le plus rapidement possible. Donc du coup, si ton notaire refuse de signer des promesses d'achat avec des futurs acquéreurs alors que tu n'es pas encore propriétaire, je te conseille de changer de notaire tout de suite parce qu'en marchand de biens, il faut qu'on aille très vite. Et en marchand de biens, on a la possibilité d'acheter pour nous le matin et de revendre l'après-midi pour les acquéreurs. Donc du coup, tu vois que marchand de biens, ça peut aller très vite si c'est bien goupillé. Alors c'est pas toujours possible, mais quand on peut le faire, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment magnifique pour ça. Donc les notaires, très importants, ils vont te conseiller aussi sur la TVA, ils vont te conseiller aussi sur les montages, ils vont te conseiller aussi sur la possibilité de diviser ou pas, s'il y a des contraintes, s'il y a des servitudes que tu n'avais pas vues. Donc le notaire, premier interlocuteur extrêmement important. Ensuite, tu vas avoir ton comptable. Le comptable, c'est pareil. L'activité de marchand de biens, c'est spécifique. Donc là, je te conseille de trouver un comptable qui maîtrise le sujet et pas prendre le premier comptable qui vient. Parce que si tu commences à lui parler de TVA et qu'il est perdu, tu vas risquer d'avoir des problèmes. Et là, moi, personnellement, j'ai choisi un comptable qui connaissait déjà l'activité, qui était même investisseur à titre personnel, donc du coup, qui maîtrise bien son sujet. Comptable extrêmement important. Ensuite, tu vas devoir passer par un architecte. Parce que quand tu es professionnel, quand tu fais des permis de construire, par exemple, dès le premier mètre carré de construit, tu es obligé de passer par un architecte. Donc, ça va être un autre interlocuteur aussi extrêmement important pour toi si tu as des permis de construire à déposer. Tu vas aussi avoir de l'assistance juridique. Tu vas aussi avoir un géomètre. Un géomètre, il va s'occuper de tout ce qui est division et dépôt de dossiers en mairie. Il va aussi s'occuper de l'affichage. Il va s'occuper aussi de tout ce qui est mise en copropriété. Donc ça, c'est un interlocuteur qui est extrêmement important pour ton activité. Donc choisis-en un sérieux. Tu vas aussi avoir des avocats parce que tu risques peut-être d'avoir des litiges sur tes dépôts de demande préalable ou sur des dépôts de permis de construire. Donc il va peut-être avoir besoin d'avocats. Tu vas aussi avoir des huissiers. Alors les huissiers, ils vont te servir pour tout ce qui est affichage de tes demandes d'urbanisme. Tes demandes d'urbanisme, tu sais, il y a des délais, on appelle ça des délais de recours des tiers. En général, c'est 2 mois. Et donc, du coup, il faut que tu puisses justifier un début d'affichage et une fin d'affichage. Et donc, du coup, pour être au carré, pour ne pas avoir de problème, on fait passer un huissier pour qu'il constate que le panneau d'affichage de recours des tiers est bien là. Et du coup, ça va te permettre d'avoir justement des procès-verbaux d'huissier pour certifier que ton panneau d'affichage était bien là, qu'ils verront pas de problème. Ensuite, un autre interlocuteur qui est extrêmement important, ça va être le service urbanisme. Service urbanisme, ça va être tout ce qui régit le foncier de ta commune. Et donc, du coup, il y a des règles à respecter, notamment les fameuses places de parking quand on divise du bâti.
Il va y avoir des règles aussi au niveau des terrains, c'est-à-dire que les terrains sont classés par zone. Je te ferai peut-être une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, mais les terrains sont classés par zone, ils ne sont pas tous constructibles, ils sont parfois classés dans des zones naturelles, parfois classés dans des zones agricoles, et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, donc c'est extrêmement important. C'est le premier réflexe qu'on a quand on est marchand, qu'on trouve un bien qui nous intéresse, d'aller directement au service urbanisme et de demander ce qu'il est possible de faire ou pas sur le bâti, sur le terrain qui nous concerne, leur présenter le projet, leur expliquer quelle est ta démarche que tu veux faire. Ils vont très vite te dire si c'est possible ou pas du tout. Donc service urbanisme, autre professionnel extrêmement important à rencontrer très vite. L'agent IMO, je l'ai mis en dernier. Pourquoi? Parce que l'agent IMO, bon, on les connaît, quand tu fais du locatif, on sait ce que c'est. Ils sont là, ils sont des acteurs aussi importants du marché. Eux, leur mission, c'est de trouver des mandats, de trouver des nouveaux des vendeurs. Et du coup, là où ça va jouer un rôle important pour nous, c'est que tu vas acheter un bien, tu vas le diviser et tu vas, ce qu'on appelle, remettre les mandats, parce que c'est win-win, c'est gagnant-gagnant à l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'on va partir sur un exemple concret. Tu trouves une maison, tu divises le terrain, donc tu as la maison d'un côté et un terrain à bâtir de l'autre. Ben, du coup, tu vas verser une première commission à l'agent immobilier parce que tu achètes l'ensemble. Et ensuite, il va récupérer 2 autres commissions parce que tu vas vendre la maison d'un côté, le terrain de l'autre. Donc, du coup, l'agent immobilier va se retrouver avec 3 commissions grâce à toi. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, du coup, ils seront plus enclins à te rappeler en tant que marchand parce qu'ils savent qu'avec toi, ils vont travailler, qu'ils vont avoir des mandats, qu'ils vont faire du chiffre d'affaires, qu'ils vont gagner leur vie grâce à toi. Donc, l'agent immobilier aussi important, il va falloir les soigner. On remet les mandats, évidemment, à l'agent immobilier qui a trouvé l'affaire, justement, pour le faire travailler, extrêmement important. Les talents du marchand de biens. Il va te falloir certains prérequis pour réussir cette activité. Il va falloir créer ce qu'on appelle des bonnes affaires. Tu vas voir sur le marché immobilier, les bonnes affaires, tu ne vas pas forcément les trouver directement sur le bon coin. Il va falloir les chercher, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des biens que personne ne veut, qu'il va falloir diviser. Il va falloir appeler les agents immobiliers, leur demander si vous avez des biens en off. Il va falloir essayer de voir quel terrain est divisible ou pas. Donc il va falloir se rendre sur place, faire des visites, faire des offres. Et les bonnes affaires en marchant bien, elles se créent. Donc il va falloir détecter le potentiel. Il va falloir justement s'imaginer, se projeter quand tu trouves un bien sur le bon coin, de dire ben là je peux le diviser, je peux faire tant de lots, la route elle est là, le terrain il fait telle taille, je peux faire tant de lots. Là mon marché, la demande sur le secteur c'est plutôt des terrains de telle taille. Donc du coup combien je peux en faire sur ce terrain-là et essayer de se projeter là-dessus. Ensuite, tu vas avoir besoin de talents de négociation. Comme on cherche de la marge, évidemment, il faut essayer de négocier le plus possible. Il va te falloir des connaissances en urbanisme, comme je te l'ai dit plus haut. Il va te falloir des connaissances juridiques. Il va falloir maîtriser des textes de loi. Il va falloir avoir des connaissances en fiscalité. Et tout ça fait qu'il va falloir avoir un gros package de connaissances pour justement réussir cette activité. Parce que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. L'urbanisme, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Le juridique, il va falloir que tu connaisses certaines lois. Il va falloir savoir sur les montages, si je m'associe avec quelqu'un, quel type de statut, comment je peux faire, les fonds d'où ils arrivent, comment est-ce que je peux les rémunérer. Il va falloir connaître les lois. Il va falloir connaître tout ce qui est possible de faire ou pas sur un bâti, par exemple. Tu vois. Donc tout ça, il va falloir se tenir informé. Il va falloir aller de temps en temps sur le BOFIP. Alors le BOFIP, si tu ne connais pas ce que c'est le bulletin officiel des finances et des impôts publics. Il y a un autre site aussi qui s'appelle Légifrance où je vais assez régulièrement chercher des textes de loi. Quand je vois des choses passer sur les groupes Facebook, me renseigner, voir si c'est vrai ou pas ce qui se dit. Aller chercher vraiment, faire ce qu'on appelle une veille juridique et fiscale pour se renseigner. Là en ce moment, il va y avoir bientôt une mise à jour de l'État français sur la TVA sur marge, notamment sur les terrains à bâtir. Donc là, il va falloir rester à l'écoute parce que ça va changer, ça va modifier notre activité. Et donc du coup, tout ça, c'est important de se tenir informé. Et donc du coup, il faut vraiment rester au contact de ce qui se fait actuellement. Il va te falloir aussi des bonnes relations générales. Je t'ai parlé de toutes les professions que tu vas rencontrer et le talent qu'il va te falloir, c'est avoir un bon relationnel. Être capable de bien échanger, d'être capable de se vendre, d'être capable d'avoir une personnalité attrayante pour que les agents immobiliers aient envie de te rappeler et envie de te proposer des affaires. Donc tout ça, c'est extrêmement important à travailler. Il va falloir que tu aies des connaissances en travaux, que tu sois capable d'estimer des coûts, que tu sois capable de comprendre la durée, s'il y a permis de construire ou pas, les demandes d'urbanisme, comment je me projette. Donc tout ça, les travaux aussi, il va falloir avoir une grande maîtrise des travaux parce qu'en tant que marchand, tu es quasi obligé de passer par la case travaux ou au moins très régulièrement. Et tout ça, il va falloir maîtriser les coûts, savoir combien ça coûte, une viabilisation de terrain, combien ça coûte, diviser un bâti, combien ça coûte. Parce que quand tu es marchand de biens, quand tu vas dans un bâti,
Ben, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, s'il y a par exemple il y a 2 lots dans la maison et tu te dis: ben là, je peux en créer un troisième, ou alors ces 2 là, beh, je peux peut-être en faire 4. Donc du coup, il va falloir que tu te projettes. Là, ici, il y a une cloison, je peux la décaler. Là, ici, il y a un mur porteur, peut-être que je peux créer une fenêtre ou peut-être que je peux créer justement une porte qui va vers là. Donc combien ça va me coûter? Il faut que je fasse vers un maçon. Quel coût ça a? Quelle durée? Voilà, les décennales qui sont comment on appelle ça, qui vont courir. Donc tu vas aussi avoir ce qu'on appelle des dommages ouvrages quand tu vas, quand tu vas faire des travaux qui sont relativement importants. Donc tout ça, ça a des coûts. Quand tu es marchand de biens, la dommage ouvrage, c'est assez courant, donc il faut le comprendre. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte quand tu vas vouloir démarrer cette activité. Il va falloir vraiment que tu aies une vision globale sur les travaux, que tu saches combien ça coûte et que tu saches où tu mets les pieds, parce que ça peut vite déraper sur ta marge. Ok. Il va falloir aussi que tu maîtrises les régimes de TVA. Alors les régimes de TVA, je ferai une vidéo complète sur les régimes de TVA sur l'activité de marchand de biens. Parce que, comme je te l'ai dit un peu plus haut, c'est en train de changer. Donc, je vais attendre que ça change pour faire une vidéo sur la TVA, une vidéo spécifique sur la TVA. Ne t'inquiète pas, j'en ferai une, promis. Il va falloir que tu aies aussi des bonnes relations avec les banques. Alors, les banques, quand tu es en marchand de biens, si je dois faire le comparatif avec le locatif, c'est qu'en marchand de biens, on demande systématiquement de l'apport en banque. En général, les banques financent que 80% du montant dont tu as besoin. Donc, tu as 20% d'apport, tu as des frais. Et les frais ne sont pas du tout les mêmes qu'en locatif. Donc tout ça, il faut que tu te renseignes bien sur le sujet. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet spécifique marchand de biens, banque et spécifique marchand de biens. Mais ça aussi, c'est pareil. Entre le locatif et le marchand de biens, les prêts ne sont pas du tout les mêmes. Les garanties demandées par les banques ne sont pas du tout les mêmes. Là, on va un petit peu plus loin. On doit un petit peu plus s'engager. On doit forcément mettre de l'apport. Donc tout ça, mis bout à bout, et ben, du coup, ça fait que c'est un métier qui est relativement casse-gueule, qui est relativement dangereux parce que, évidemment, il y a des coûts, il y a évidemment une notion de marge qui est importante, mais ça peut vite déraper sur les travaux, l'urbanisme, les demandes de pièces complémentaires sur les permis de construire. Il peut y avoir tout un tas de choses qui font que des petits sables dans l'engrenage, un petit grain dans l'engrenage ça peut vite faire déraper ton opération. Donc il faut vraiment bien anticiper les coûts. Et on parle aussi beaucoup de timing en marchand de biens, parce qu'en marchand de biens, comme je te l'ai dit, il y a des demandes d'urbanisme. Il faut savoir à quel moment je revends, à quel moment j'achète. Et il va falloir vraiment maîtriser ça parce que ça va jouer sur ta trésorerie. En banque, évidemment, il va y avoir des intérêts qui vont courir quand tu vas être propriétaire. Donc, il faut essayer d'aller relativement vite. Il va falloir essayer de, quand tu arrives sur le bien, savoir combien ça se revend rapidement, savoir à quel moment je peux acheter, à quel moment je peux revendre. Et tout ça, c'est vraiment extrêmement important de connaître tout ça. Et donc, au final, quand toutes les planètes veulent bien s'aligner avec toi, que tu as réussi à maîtriser la banque, que tu as réussi à maîtriser les travaux, que tu as maîtrisé les demandes d'urbanisme, que tu as réussi à être un bon chef d'orchestre sur tous les intervenants, le géomètre, ainsi de suite, à la fin, il y a une très belle marge, il y a des jolis profits à faire, mais il faut vraiment que toutes les planètes s'alignent et qu'il faut vraiment se former. Je ferai des vidéos, je pense, complémentaires sur l'activité de marchand parce que vous avez été en demande. D'ailleurs, sur le groupe Esprit Imo, tu as un lien dans la description, viens nous rejoindre, n'hésite pas à venir partager un peu ton expérience. Tu as un lien dans la description. Vous êtes en demande, je vois, sur l'activité de marchand, donc je ferai d'autres vidéos complémentaires sur l'activité de marchand, parce que, à mon sens, c'est l'étape d'après, quand tu as déjà fait comme moi un peu le locatif, que tu commences à être un peu bloqué en banque, ou que l'apport n'est pas suffisant, que tu as envie d'accélérer, ou que tu as envie d'aller plus fort, ou que tu as carrément envie de quitter ton job et de te professionnaliser dans cette activité. L'activité de marchand est vraiment idéale pour ça, parce que, évidemment, qu'il y a des possibilités. Là, tu le vois, je suis en cours de financement via une plateforme de crowdfunding pour ma première opération. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant. On peut cumuler crowdfunding, apport perso, banque. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Des biens immobiliers sur le marché, il y en a beaucoup. Moi, je suis personnellement en Gironde et donc du coup, sincèrement, autour de Bordeaux, il y a quand même pas mal de choses à faire. Même s'il y a de la concurrence, tout le monde peut travailler. J'en suis absolument convaincu. Il y a évidemment la puissance du montage en société, parce que tu le sais, tu dois connaître la holding. La holding permet de faire des choses extrêmement intéressantes, d'associer plusieurs sociétés, de faire des flux de trésorerie, de mettre de l'apport, sans sortir l'argent de sa société. Donc il y a vraiment, on peut cumuler cette activité-là avec la puissance des sociétés. Tu peux évidemment mettre de l'argent sur une SCI, par exemple à l'IS, pour faire du locatif. Enfin, tout ça fait que c'est relativement important. C'est extrêmement intéressant. On peut faire beaucoup de choses avec des sociétés. Donc je trouve que c'est vraiment top. Il y a des jolies marges. En marchand de biens, on essaie de viser des marges au moins à 20 ou 25% entre le prix d'achat et le prix de revente
pour essayer d'avoir une marge relativement, on va dire, solide si jamais si jamais ça dérape, si jamais il y a des problèmes sur la revente. Donc voilà, pour le métier de marchand de biens aujourd'hui, on a débroussaillé un peu les points essentiels que tu dois connaître, que tu dois maîtriser. Dis-moi dans les commentaires, justement, quel point tu connais, quel point tu ne connais pas. Dis-moi aussi si tu en es, si tu as commencé cette activité, où tu en es, est-ce que tu as déjà créé ta société, est-ce que tu as déjà fait plusieurs opérations, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou j'ai omis. N'hésite pas à me dire tout ça en bas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Surtout, abonne-toi. N'oublie pas de mettre la petite cloche. Mets-moi un énorme pouce pour me soutenir si le contenu t'a plu, c'est important pour moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, bonne marge. À bientôt. Ciao, ciao.